Antonin Marquis est chargé de cours, romancier et essayiste. Il a notamment écrit Les cigales et la diversité des tactiques. Et il s'intéresse au sujet de l'éthique et de la création littéraire. Et aujourd'hui, il va nous parler du rôle du jeu de rôle dans le roman Tad Rush. Nous t'écoutons. Merci. Avant de commencer, j'aimerais ça juste établir ma crédibilité en tant que geek. Donc, ma collection de Magic the Gathering vaut quelques milliers de dollars. Je pleure systématiquement quand j'entends la phrase My friends, you bow to no one. Puis j'ai déjà écrit de la fanfic de Star Wars. Fait que je pense que je suis qualifié pour vous parler ici. Je vais vous parler d'un roman que j'aime beaucoup, qui est sorti en 2015, puis au Québec, à Montréal, puis qui a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, à mon sens. Donc, c'est le roman Todd Roche de Gabriel Marcoux-Chabot. Donc, la proposition est super originale, puis c'est même comme ça qu'on le vendait, là. Donc, le roman est rédigé en plusieurs langues, donc ancien et moyen français, joual, beauceron, chiac et inou. Puis sa narration est imprimée en différentes polices, c'est-à-dire italique, gras. On joue aussi avec les couleurs. Puis il y a aussi une juxtaposition des caractères dans une mise en page qui est souvent acrobatique avec des colonnes, des encadrés. On superpose des caractères et tout ça. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Pour l'instant, ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que le roman, il raconte l'adolescence puis la jeunesse d'un garçon qui est surnommé Todd Roche, qui a été adopté. Il habite en Beauce, donc pour ceux et celles qui ne replaceraient pas la région au Québec, la Beauce, c'est une petite région agricole reconnue pour son conservatisme. Puis Todd Roche, c'est une espèce d'émule, si on veut, d'un gargantua québécois du 21e siècle. Donc, il est un peu plus grand que nature. Donc, il mange, il boit beaucoup, il est très fort, etc. Donc, il y a une force herculéenne, puis un appétit gargantuesque. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense, pour l'instant. Donc, je vais commencer par vous faire un petit topo là, théorique qui va être. Puis ensuite, je vais embarquer dans mon propos sur l'interprétation du rôle du jeu de rôle dans le roman. Je vais me baser surtout sur les théories de David Perron, de Tolkien aussi, que je vais me faire de plaisir de citer dans ce contexte favorable, de Johan Huizinga aussi, puis de Joseph Lecoq. Donc, le jeu et les geeks. Généralement, mais traditionnellement, les geeks sont ridiculisés pour leur enthousiasme à s'investir dans différents mondes fictifs. Je pense que tout le monde ici est au courant. Puis les recherches de David Perron, ben, ça montre bien que même les plus no-life des geeks se font pas trop d'illusions sur ce qu'on pourrait appeler l'utilité de leur passion. Ce sont les premiers, les premières à reconnaître que c'est vraiment un jeu, puis à dire qu'une discussion érudite sur la meilleure trilogie entre Lord of the Rings et Star Wars, ben, ça peut paraître futile, mais que c'est quand même ça qu'ils aiment, au fond, dans le mouvement. Donc, l'autodérision est au cœur de l'éthos geek qui comprend bien que tout ça, c'est un jeu, finalement. Je vais citer un geek interviewé par Perron. Il dit donc, quand tu passes des heures à relire des lignes de code pour trouver pourquoi ça marche pas, tu peux aussi être toute la nuit sur le PC à lister la chronologie de la Terre du Milieu et voir ce qui colle pas. C'est la même logique, c'est un jeu. La session passée, j'ai participé à un colloque sur les études de fans. Ma communication portait sur les fan theories qui entouraient la saga A Song of Ice and Fire de George Martin. Ça me permettait d'aborder ces romans-là que j'aime beaucoup, puis de conjuguer ma geekitude et mon expertise littéraire. Par contre, souvent, pendant que je relisais les romans, puis que je rédigeais ma communication, je me demandais, OK, pourquoi je fais ça? À quoi ça sert, finalement? Puis la réponse était assez simple, c'est parce que je m'amuse, finalement. Bref, ces comparaisons-là, ça me sert surtout à montrer que les études littéraires, elles aussi, peuvent être envisagées comme une sorte de jeu qui est très geek, finalement. Donc, le jeu puis la littérature sont liés dans le sens que les deux vont créer des mondes imaginaires. Dans son essai classique sur le jeu, donc Homo Ludens, Huizinga y appelle monde temporaire l'espace ludique qui est créé par les joueurs et les joueuses en marge du monde habituel, puis qui est régi par ses propres règles qui diffèrent de celles de la vie courante. Donc, peu importe si on joue aux échecs, au foot ou à Fallout, on quitte un espace-temps concret pour investir un espace-temps virtuel qui a ses propres règles puis ses propres limites, à la fois géographiques et temporelles. C'est ça qu'il faut comprendre pour l'instant de Homo Ludens. Dans sa conférence On Fairy Stories, lui, Tolkien, appelle des mondes secondaires les univers qui sont inventés par des humains puis qui sont présentés, entre autres, dans les littératures de l'imaginaire, puis qui se distinguent du monde primaire, c'est-à-dire le monde réel, celui qu'on habite. Les mondes secondaires les plus réussis arrivent à créer ce que Tolkien appelle une croyance secondaire, donc secondary belief, à nous faire oublier
le monde primaire, contrairement aux récits moins efficaces qui ne nous font pas pénétrer vraiment dans leur univers. Donc, évidemment, ces deux concepts-là ne se recouvrent pas parfaitement. Il y a des nuances, mais dans les deux cas, il s'agit de créer un espace-temps alternatif qui est en marge du monde qu'on habite normalement. Perron, il fait de la création puis de l'élaboration de mondes fictifs une composante essentielle de la culture geek. Donc, les geeks peuvent passer des heures à habiter leur monde favori comme la Terre du Milieu, Westeros, le monde des sorciers, peu importe. Dans tous les cas, quand même, personne ne se trompe. Ces mondes secondaires-là, c'est pas confondu avec le monde primaire, ce qui n'empêche pas quand même de jouer à y croire, puis même d'y participer finalement, que ce soit par la lecture, la rédaction de fanfic, les jeux vidéo, le cosplay, les grandeurs nature, peu importe. Le poète Coleridge avait, dans une formule fameuse, évoqué la willing suspension of disbelief, ou, si on a traduit, la suspension volontaire de l'incrédulité, qui serait, selon lui, essentielle à la littérature. À propos de la guerre et la paix, Tolstoï affirmait que s'il arrivait à faire rire et pleurer ses lecteurs, il aurait atteint son but. Donc, si on se positionne du point de vue du lecteur, comment est-ce qu'on peut rire et pleurer sur des personnages imaginaires sans jouer à croire au moins un peu à leurs histoires? À mon sens, la composante ludique de la littérature, ben, elle ne se limite pas à ce qu'on qualifie souvent un peu dédaigneusement d'escapisme, mais à toute forme de récit, des plus sérieux aux moins sérieux selon la norme, on va dire. Le monde réel, puis les mondes abordés ou créés par le jeu puis la littérature, même s'ils sont fictifs, sont pas complètement hermétiques, puis un monde, donc, peut en refléter un autre, un peu comme le récit intradiégétique de Stranger Things est en rapport avec le récit diégétique, finalement. Même chose avec le Upside Down. Le Upside Down puis le monde réel communiquent quand même. C'est vraiment juste une espèce de version glauque du monde réel. En gros, c'est pas parce qu'un jeu est pas réel, qu'une histoire est pas vraie, qu'on peut pas en tirer des choses importantes. Donc, par exemple, le foot, il m'a appris la résilience puis la saine compétition. La littérature m'a appris la compassion puis l'autoréflexion. Puis Magic the Gathering m'a appris surtout l'anglais puis les limites de mon portefeuille. Le jeu peut avoir des conséquences réelles dans la vie des gens qui le pratiquent. Par exemple, le jeu, c'est une occasion d'apprendre sur soi-même, d'apprendre sur le monde, la société. Donc, c'est sur cette composante éthique-là que j'aimerais me pencher par le biais du roman Todd Rush. Donc, le rôle du jeu de rôle. Ce qu'il faut savoir ici du roman, là, je ne veux pas entrer dans les détails, c'est quand même un roman de presque 600 pages. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui se passe, mais il faut quand même comprendre la proposition esthétique du roman de Gabriel Marcoux-Chabot, que je vais appeler GMC maintenant pour simplifier les choses. Donc, il s'inscrit volontairement dans la grande tradition comique des Rabelais, Cervantes, Sterne, Diderot, etc. Donc, là, ici, il y aura une référence assez évidente à Don Quichotte dans le roman, je vais vous présenter tout à l'heure. Le titre, quand on ouvre la page, là, quand on ouvre la couverture, le titre qui se présente à nous, c'est Les horribles faits et prouesses épouvantables de Todd Rush, composé par M. Elko Grimax Rebut, abstracteur de quintessence. Donc ça, c'est une référence assez évidente aux horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, de Rabelais. En plus, on rappelle que en fait, l'auteur techniquement de Pantagruel, c'est Alcofribas Nazier, qui est un anagramme de François Rabelais. Puis, bon, sans surprise, ici, on peut remarquer que Alcogrimax Rebut, c'est un anagramme de Gabriel Marcoux. Donc, en partant, on se positionne assez clairement dans cette tradition-là. Donc, dans le prologue, le narrateur, il raconte avec plusieurs références antiques très littéraires, puis avec un vocabulaire souvent archaïsant, comment il s'est échappé de l'enfer pour nous raconter, je cite, sans autre but que celui de nous faire rire, l'histoire véridique et exemplaire de cet être d'exception. Donc, un peu comme le narrateur rabelaisien, finalement, le narrateur de Gabriel Marcoux-Chabot se présente comme un médecin qui nous offre son livre comme une panacée, puis il nous invite aussi à le lire à la toilette, car malgré une vie trépidante et un horaire chargé, jamais la famille, les enfants, le travail, les amis ne sauraient vous empêcher d'aller chier. Donc ici, on est vraiment dans un comique très vulgaire, mais à la fois littéraire. Donc cette insistance-là sur la véracité d'un récit qui est clairement inventé, le mélange des niveaux de langue, la juxtaposition des références littéraires les plus nichées puis des blagues les plus vulgaires, ça inscrit le roman dans la veine comique qui est revendiquée par l'auteur. Puis d'ailleurs, moi, c'est un roman qui m'a fait rire aux éclats à plusieurs reprises, même à la relecture et tout ça. Donc, je le recommande à tout le monde. L'héritage de Cervantes va être clarifié dans les prochaines minutes. Juste mentionner ici que le roman lui-même, finalement, est un espèce de jeu que l'auteur va nous proposer. Gardons ça en tête pour le reste.
Donc ici, je vais vous amener tout de suite au chapitre 21 qui s'intitule Comment Pierre-Alexandre initia Todd Roche aux joies des jeux de rôle et des aventures dont vous êtes le héros. Donc, rendu là, le protagoniste, donc Todd Rush, qui est, comme je l'ai dit, beaucoup plus grand et fort que les gens de son âge, il habite en Beauce, c'est un enfant adopté. Puis, il rencontre le seul vrai geek du récit, qui est Pierre-Alexandre. Puis lui, c'est un espèce de geek de beaucoup de fantasy puis de jeux de rôle. C'est pas un geek vraiment jeux vidéo, technologie. Puis c'est lui qui va lui présenter donc ses aventures dont vous êtes le héros. Rapidement, par contre, Todd Rush va un peu se lasser de ces livres-là parce qu'il va leur reprocher que sa liberté n'est pas assez grande. Il va se lancer dans D&D, donc dans Donjon Dragon. Puis, à ce moment-là, il va se créer un avatar, finalement, qu'il va appeler Todd Rush, une espèce de version médiévale de son nom, Todd Rush, qui est un paladin de niveau 3, en passant. Puis, il va trouver beaucoup de plaisir dans l'espace fictif créé par Pierre-Alexandre, qui est le Dungeon Master. Il va trouver là-dedans, je cite, un espace de liberté dans lequel il peut se laisser aller à exprimer toute la démesure de sa personnalité. Donc, cette espèce de personnage-là, comme j'ai dit, plus grand que nature, se sent à l'étroit dans le monde réel, un peu comme les romantiques là, du 19e se sentaient étroits dans le monde bourgeois de l'après-révolution. Donc, on aspire à l'absolu, mais on est coincé dans un monde trop petit. Donc, on voudrait faire autre chose, mais quoi? On ne sait pas. Donc, le monde temporaire et secondaire du jeu de rôle est intimement lié à l'idée d'une liberté qui dépasserait celle du monde réel. Huizinga, il affirme que l'esprit du jeu, dont les règles mettent les joueurs sur un pied d'égalité puis leur donnent des chances égales de remporter la partie, élimine le déterminisme, donc il libère, dans quelque sorte, l'individu. Donc, on a touché cette question-là aussi plus tôt. Ici, il y a un petit passage de Squid Game qui m'a fait penser à ça, quoique Squid Game est peut-être pas le meilleur exemple d'un jeu librement consenti, on va dire. Mais bon, le monde secondaire du jeu peut être exploré différemment par les joueurs par rapport au monde réel, qui échappent à leurs rôles sociaux ordinaires. Donc ici, j'ai mis la diapo d'Avatar où on a un personnage en situation de handicap qui peut expérimenter la réalité d'une façon différente avec un avatar. Donc, quand on joue un jeu de rôle, par exemple, une personne timide peut s'improviser audacieuse, une personne rusée peut réaliser des cambriolages sans risquer la prison, par exemple. Une personne marginalisée peut exercer une position de pouvoir. Donc, en gros, dans cette optique-là, jouer, ce serait se libérer. Ce scinde, le chapitre 21, toujours, il se scinde ensuite en deux colonnes. Donc ici, ça va être le début des acrobaties typographiques, là. Il va se scinder en deux colonnes. Donc ça, c'est l'extrait que j'ai déjà cité. Ensuite, on a ici une voix qui apparaît qui était déjà là dans quelques pages précédentes, mais c'est là que je veux vous la présenter. On a une voix en gras qui est hyper anachronique parce qu'elle va imiter les romans de chevalerie médiévaux. Tu cuis d'être ce preux chevalier. De toute la terre, jamais on n'a vu baron de si grand vasselage. Tu vas sur ton cheval courant, la pointe de ta lance, etc. Donc, on a cette voix-là qui apparaît dans le roman, puis qui fait quand même un gros choc avec la voix narrative normale, on va dire, qui n'est pas en caractères spéciaux. Donc, la page se scinde dans les deux colonnes. Puis, en gros, cette voie-là sert à dramatiser, on va dire, l'existence Beauceronne de Todd Rush pour en faire une espèce d'aventure épique dont il est le héros. Donc, l'utilisation de la deuxième personne, ça montre une espèce d'interpellation, comme si Todd Rush lui-même s'adressait à son avatar Todd Rush, ou même l'inverse, finalement. On a peut-être le chevalier Todd Rush qui s'adresse au Todd Rush qui vit dans un monde un peu plus plate, finalement. Donc, on peut le voir des deux façons, j'ai l'impression. Dans tous les cas, la force de Todd Rush, dans la vraie vie, il ne peut pas vraiment l'utiliser pour toutes sortes de raisons évidentes, légales, etc. Mais quand il est fort dans le jeu, puis il réussit à battre des méchants, tout ça, il en tire une sorte de liberté qui vient mettre une espèce de baume sur son existence réelle, un peu de la même façon que je me sens bien quand j'ai joué au foot ou que j'ai gagné à Magic. Donc, on sait très bien que le jeu peut nous faire sentir. La deuxième colonne ici, je ne vais pas la lire en entier avec vous, là, mais c'est une liste exhaustive de 4 pages en ordre alphabétique des créatures fantastiques affrontées par Todd Rush. Une espèce de liste encyclopédique qui fait très Rabelais, encore une fois, qui s'inscrit beaucoup dans la tradition comique. Donc, on passe au chapitre 22 ici. Celui-ci s'intitule Comment Todd Rush survécut à la tempête de verglas et au carnaval de Québec et comment il fit la connaissance d'un nain au nom extravagant. Peut-être avant de passer à mon étude de ce chapitre-là, le verglas, c'est un épisode fameux au Québec. Je pense que c'est en 98. On corrigera peut-être. Mais il y avait une grosse tempête de pluie verglaçante au Québec, puis il y avait eu des pannes de courant à la grandeur de la province ou presque.
Puis à Montréal, c'était particulièrement problématique parce que là, il fallait déplacer des gens qui étaient en plein hiver sans électricité, donc sans chauffage. Donc, il a fallu relocaliser des gens qui étaient réfugiés dans leur propre ville, on va dire, dans des gymnases d'école improvisés, etc. Sachons ça avant de continuer. Donc, ce chapitre-là, il met en scène les quatre ados qui jouent à D&D, mais aussi, en plus, la mère adoptive de Todd Rush qui s'appelle Clarisse. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la mise en page est quand même assez spectaculaire. Donc, on a au milieu de la page ici, en caractère, là, il a l'air d'être en gras, mais c'est juste des caractères réguliers, c'est juste que les autres sont en gris plus pâle, là. Donc, la partie de D&D est racontée au milieu de la page, ben, des deux pages en fait, par la narration puis les dialogues. Puis elle est encadrée en caractère gris par le long monologue de Clarisse qui, pendant 17 pages, commente le journal à voix haute sans aucune forme de compassion pour ses interlocuteurs involontaires. Citation ici. Donc, si je peux vous lire un extrait, elle lit à propos de la tempête de verglas puis des grandes conséquences qu'il y a à Montréal. Donc, elle dit, je sais bien pas ce qu'on ferait si ça nous arrivait, nous autres aussi. Faut dire qu'on chauffe au bois, c'est pas si pire. Je ferais cuire mes patates comme d'habitude. Mais y a-tu pensé? Pas de lavage, pas de télévision. Hey, le vidéo serait toute déprogrammée. Je viendrais folle, je pense bien. Je pourrais même pas écouter Virginie. Donc, Virginie, c'est une quotidienne très populaire là, dans ces années-là. Donc, on voit ici, un peu comme dans Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, que Clarisse, elle est comme prisonnière d'une existence médiocre, puis elle passe ses journées à discourir de sujets anodins, voire aliénants. Pendant ce temps-là, dans l'encadré, la partie de D&D se déroule joyeusement, malgré la narration un peu hésitante du Dungeon Master qui est à ses débuts, puis les blagues un peu vulgaires des ados qui l'accompagnent là-dedans. Donc, la première séance de jeu de Grandane, qui est un des personnages, pour l'occasion, il incarne un nain qui a appelé Poêle de poche. Donc ici, pour personne qui ne comprendrait pas notre langage au Québec, Poêle de poche, c'est comme poil de couille. En gros, il s'appelle poil de couille. Ça fait médiéval comme nom. C'est évidemment une espèce d'imitation de l'autre personnage qui est Todd Roche. Donc, on a la rime ici. Donc, il s'appelle Poêle de poche. Puis, Todd Roche va vraiment se fâcher de cette blague-là, finalement. Donc, on voit ici la voix médiévale en gras qui apparaît. Donc, tu pâlis de rage. Le Todd Roche lui-même dit ta gueule. Là, la voix revient ici. Ce nom déshonore ton propre nom. Mais dit, Todd Roche lui-même dit va chier. Puis ensuite, la voix revient. Donc, une telle insulte mérite d'être lavée dans le sang. Donc, quelques secondes plus tard, par contre, Todd Roche se met à rire de cette blague-là qui est un peu niaiseuse. Puis la partie reprend. Par contre, Pierre-Alexandre, qui est le Dungeon Master, il met les joueurs en garde. Il leur dit faudrait quand même pas que toute la game se transforme en grosse joke à cause de tes niaiseries. En faisant ça, le Dungeon Master, Pierre-Alexandre, il s'assure que les blagues de Grandane vont pas gâcher le plaisir de tout le monde, parce qu'il faut croire au moins un peu à l'illusion pour que le jeu procure une évasion efficace du monde réel. Huizinga rappelle que l'attitude ludique authentique et spontanée peut être celle du profond sérieux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer évidemment jour après jour dans le sport professionnel. Donc, il faut au moins prendre un peu au sérieux le jeu pour pouvoir s'y amuser. Huizinga aussi il évoque la figure du briseur de jeu pour décrire la personne qui refuse de faire comme si, puis en faisant ça, ben, révèle la fragilité, je cite ici, révèle la fragilité de cet univers où les joueurs s'étaient momentanément enfermés avec les autres. Donc, cette willing suspension of disbelief du jeu est précisément ce qui fait le plaisir de l'activité, finalement. Donc, pendant un moment, on pense à rien d'autre, puis on décroche de nos soucis quotidiens. On est rendu ailleurs, on est dans un autre espace-temps. J'ai repris le bon vieux meme de Batman où il dit c'est pas un jeu, c'est un espace de liberté où on crée du sens à travers le chaos de l'existence. Donc, cette idée-là de l'espace est reprise, à mon sens, directement dans la mise en page du chapitre. Donc, on a la partie de D&D qui est au milieu des pages, puis qui constitue un petit espace à l'abri du monde extérieur, qui, lui, est fait de nouvelles déprimantes, donc le journal, puis de préoccupations triviales avec Clarisse qui dit que Lucien Bouchard, le premier ministre de l'époque, est un beau bonhomme, etc. Donc, pendant le jeu, au moins, les gars, ils peuvent fuir la réalité pour un monde qui est plus enchanté. Par contre, malgré tout le plaisir que Todd Rush y tire du jeu de Donjons et Dragons, la voix chevaleresque, elle porte quand même à son attention une préoccupation importante. Donc, il entend la voix qui, ben, il l'entend pas encore, mais nous, on la lit. C'est-à-dire, qui cuides-tu trompé? Tes aventures ne sont que songes et rêveries. Tes exploits inventés, simple jet de dés. Tu n'es pas chevalier, pas encore. Donc, contrairement à Don Quichotte ici, Todd Rush, il sait
dans une certaine mesure, qui fait juste jouer à être un chevalier. Par contre, la confusion entre les mondes, la réalité puis le jeu, elle se fait sentir de plus en plus avec le récit qui avance. Avec sa relation avec Pierre-Alexandre qui se développe, avec le temps qui passe, les gars vieillissent un peu, sont rendus maintenant à 16-17 ans, l'âge de décider à aller au cégep. Donc, au Québec, si vous ne savez pas, le cégep, c'est comme entre l'école secondaire et l'université. C'est à ce moment-là qu'on prend nos premières décisions, on va dire, de choix de carrière, entre guillemets, sciences humaines, sciences pures, les arts, etc. Donc, à cette époque-là, on commence à se poser pas mal de questions, évidemment. À ce moment-là, donc, Todroche confie à son ami qui aimerait ça vivre au Moyen Âge. Donc ici, je vais lire le petit extrait. Je l'aime, notre game, c'est pas ça le problème. J'aime ça bâcher sur des monstres avec Grandin et Petit Kevin. J'aime ça les entendre s'ostiner, ces deux-là. J'aime ça embarquer dans tes hosties d'histoire pas d'allure puis essayer de comprendre où tu veux en venir avec tes énigmes et tes Christy scénarios compliqués. Mais je sais pas comment dire ça. J'ai pas envie de passer ma vie à être un chevalier. À cette heure que je sais un peu c'est quoi, j'ai le goût d'en être un pour vrai. Donc le jeu ici, il semble avoir élargi le fossé entre les aspirations réelles de Todd Roche, très nobles, puis les opportunités offertes par la vie réelle, au point de susciter une crise existentielle qui est typique de l'entrée dans l'âge adulte, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, on continue. Veux-tu bien me dire à quoi ça sert d'être gros puis fort dans un monde où il n'y a pas moyen de régler ses affaires autrement qu'à coups de crosse dans le dos puis de règlement? Donc, on descend un peu plus bas. Je veux vivre au Moyen Âge, hostie. Puis ensuite, je défendrais ceux qui méritent d'être défendus. Je sacrerais des volets à ceux qui méritent de se faire sacrer des volets, puis le monde continuerait à tourner. Christy, je serais bien. J'aurais un rôle à jouer, je serais un chevalier, puis il me semble que ma vie serait moins compliquée. Donc ici, on évoque quand même cette idée-là de nostalgie. On en a parlé pas mal tout à l'heure. Là, on parlait même de nostalgie pour une époque qu'on n'a pas vécue. Ici, on semble évoquer une sorte de nostalgie pour un monde qui n'a jamais existé, finalement. Une espèce de monde idéalisé de la chevalerie. Donc, comme le fait remarquer les coqs, les joueurs de Donjons Dragons, entre autres, découvrent souvent qui ils sont en jouant quelqu'un d'autre. Donc, on a une composante ici importante, identitaire, à cette idée-là du jeu. Quand on joue à être quelqu'un d'autre, mais on rencontre une sorte de différence finalement. Puis généralement, quand on rencontre la différence, ben, on se compare. Donc, c'est comme quand on voyage, puis on découvre pour la première fois que des coutumes qu'on prenait pour acquises ne le sont pas ailleurs. Donc, on se compare. Éventuellement, ça va forcer la réflexion, puis possiblement, donc, jouer à être un autre, ça peut engendrer une sorte d'introspection. Finalement. On se pose des questions sur qui on est par rapport à notre personnage, à notre alter ego, à notre avatar. En plus, comme les personnages des jeux de rôle ont toute la liberté pour agir, ben, les joueurs, les joueuses doivent se questionner sur l'éthique de leurs actions dans le jeu, ce qui va participer à une réflexion éthique similaire à celle de la littérature qu'on peut transférer dans la vie réelle, finalement. Donc, est-ce qu'on veut être méchant dans le jeu? Est-ce qu'on peut apprécier d'accompagner un héros littéraire qui est un méchant? Dans quelle mesure c'est éthique de le faire, etc. Donc, c'est toutes des questions qu'on peut se poser puis transférer ensuite dans la vie réelle. L'autre chose qui est importante ici, c'est que Todd Rush y aspire aussi à une vie plus simple, où la distinction entre le bien et le mal serait aussi tranchée que dans le jeu. Donc, comme l'explique Huizinga, je cite, le jeu crée de l'ordre, il est ordre. Il réalise dans l'imperfection du monde et la confusion de la vie une perfection temporaire et limitée. Donc, si la façon de mener une bonne vie, on va dire, dans le monde réel est tout sauf clair, dans le jeu, ça se simplifie. Les doutes, les hésitations quant à notre conduite et à notre identité peuvent être mis de côté pour un moment. Donc, Todd Rush, pour lui, en fait, D&D, c'est pas juste une façon de passer le temps, mais aussi une façon de se développer en tant qu'individu. Quelques chapitres plus loin, Todd Rush, il découvre une activité qui lui permet de réaliser en partie ses fantasmes chevaleresques. Ça, c'est les courses de démolition. Donc, encore une fois, pour une activité très boss run, pour ceux et celles qui ne seraient pas familières avec les courses de démolition, en gros, on prend des vieilles voitures, on les renforce avec des plaques de métal, puis on joue à se foncer dedans comme des auto-tamponneuses, mais avec des vraies voitures. Ses succès là-dedans sont décrits par la voie chevaleresque de la façon suivante. Pendant tout un été, tu mènes plus belle vie qu'en puisse rêver preux chevalier. Tu vas par tous les lieux où l'on tournoie, par tous les bourgs et villages où un jeune seigneur peut prouver sa valeur et conquérir son prix. En belle chasse, en Beauce, en Lot-Binière, dans tout Chaudière-Appalaches et bien au-delà, on fait grand esclandre de tes exploits. La course de démolition, ou la démole, comme ils l'appellent, c'est une espèce de version contemporaine du tournoi médiéval, puis ça donne, comme je l'ai dit, un exutoire aux passions puis aux ambitions de Todd Rush. Par contre, rendu là dans l'histoire, comme j'ai dit, il vieillissait, il est rendu à 18 ans ou à peu près,
c'est aussi quelque chose qui va l'empêcher de continuer à avancer. Donc, je cite ici une discussion qu'il y a avec son ami Père Alexandre. Tout ce que je veux, c'est faire de la démolition, continuer d'avoir mes vieux chums, puis jouer à Donjons et Dragons. Le reste, je m'en calisse. Là, son ami répond, je sais pas, me semble que tu devrais penser un peu plus à ton avenir. Donc, de plus en plus, finalement, Todd Rush utilise le jeu, donc D&D d'abord, mais ensuite les courses de démolition, pour fuir le réel. Donc, à ce moment-là, le jeu est devenu un déni presque pur, de l'escapisme aussi presque pur, puis c'est devenu, en gros, une activité nocive qui l'isole du monde plutôt qu'elle participe à la vie réelle, ce qui échappe pas complètement quand même à Todd Rush. Donc ici, il faut qu'il fasse face aux grandes questions importantes, puis la voix dans sa tête lui demande, mais quel est donc l'objet de ta quête, chevalier? Quel vent te pousse? Quelle folie t'entraîne? Quel Graal es-tu venu ici chercher? Donc la crise existentielle de Todd Rush va empirer avec le temps, puis il va se mettre doucement à entendre la voix chevaleresque. Donc ici, il y a une confusion entre les mondes qui fait très postmoderne aussi. Il va répondre à la narration finalement du texte. Donc, il va dire, en s'adressant à la voix, il dit, je t'entends, Calice, je te parle, je veux savoir t'es qui, je veux comprendre, écoute-moi, si réponds-moi. Là, la voix chevaleresque lui répond, insensé, ne vois-tu pas que ton courage est vain, ta force inutile? Pourquoi t'obstiner à pourchasser un mirage? Quelle folie t'habite pour que tu continues ainsi à lutter? Donc, dans ce passage-là, la voix médiévale, elle encourage plus ses fantasmes, mais elle les dénonce finalement, parce qu'il figure une espèce de débat interne jusque-là réprimé. D'où l'image de Gollum se met à gueule. Donc, les deux voix, auparavant distinctes, vont entrer en dialogue sur le mode du conflit de valeurs. Donc, est-ce que c'est la bonne façon de vivre? À quoi est-ce que tu aspires? Pourquoi cette fuite-là? Éventuellement, la confusion entre les mondes va se manifester dans le monde primaire. Donc, au cours d'une course de démolition, Todd Rush, il va vraiment passer à un cheveu de tuer un compétiteur devant le public qui assiste à l'événement. Le passage qui raconte ce méfait-là, finalement, il raconte complètement dans la voix chevaleresque. Donc, le chapitre commence avec une espèce de juxtaposition de la narration régulière puis de la voix chevaleresque. Mais plus le chapitre avance, plus la voix chevaleresque va prendre de l'importance. Puis elle va finir par raconter les dernières pages de ce chapitre-là. Donc, à ce moment-là, les mondes vont s'interpénétrer. Le monde fictif va recouvrir complètement le monde réel, signe que c'est plus volontairement que Todd Rush va suspendre son incrédulité. Donc, il perd la notion du réel. Après cette aventure-là, tout le monde va en parler en boss. Puis Todd Rush lui-même va devenir paranoïaque. Il va soupçonner son ami Pierre-Alexandre d'avoir couché avec sa blonde Isabelle. Puis il va tomber dans une espèce de grosse colère pantagruélique absolument exagérée où il va détruire sa propre maison, tout ça. Puis le roman, il va reproduire cette confusion-là à même la typo puis la mise en page. Donc, assez rapidement, on n'arrivera plus à lire le livre, un peu comme Todd Rush n'arrive plus à déchiffrer le réel. Donc ici, je suis dans l'image en haut à gauche. On a, je sais qu'on ne voit peut-être pas bien, là, mais on a une superposition de caractères qui emplit toute la page, puis on ne comprend rien. Donc toutes les voix sont mélangées ici dans cette espèce de saturation totale de langage dans le roman. Donc, ce qui mène à ça, évidemment, c'est une espèce de gradation dans le mélange. Donc, tranquillement, les caractères vont commencer à se superposer. On va être capable de lire encore quelques lignes, quelques phrases, mais plus on avance, plus les caractères se superposent, moins on lit, moins on comprend. Éventuellement, à travers tout ça, Isabelle, sa blonde, va lui dire que le secret qu'elle avait avec Père Alexandre, c'est pas qu'ils avaient couché ensemble, c'est qu'elle était enceinte, puis elle en avait parlé à Père Alexandre pour qu'il la conseille. Donc, une fois que Todd Rush apprend ça, la crise existentielle, donc, elle atteint son paroxysme, puis elle va se calmer doucement. Donc, c'est une espèce d'image qui va évoquer la naissance ou la renaissance. Donc, la saturation totale des pages va laisser place à un vide grandissant. Doucement, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, là, mais d'une page à l'autre, les caractères vont être moins superposés, plus lisibles. On va reconnaître certains mots éventuellement. Puis, on recommence à comprendre, l'espace blanc va s'agrandir, puis va éventuellement laisser place à une page blanche. Après, donc ici, vous voyez, il y a une page blanche à la page 417, puis ensuite on reprend éventuellement à la page 432. Donc, avant le petit paragraphe ici, on avait simplement un mot ici, une page blanche, un autre mot, deux mots, trois mots. Donc, il y avait toute une gradation qui se fait. Là, ici, à ce moment-là du récit, Todd Rush est disparu, on ne sait pas il est où. Puis, éventuellement, ce qui revient, la voix qui revient,
c'est une voix en italique qui était présente dès le début du récit. J'en ai pas parlé parce que c'était pas nécessaire jusqu'à maintenant. Mais la voix en italique, c'est une voix en langue Innu, donc un des peuples autochtones là, du nord du Québec. Donc, en Innu, cette voix-là va évoquer des réalités naturelles, plus de l'ordre du cosmos, tu sais, de l'unité, de l'absolu, quelque chose comme ça. Donc, cette voix-là revient dans le récit. Puis, éventuellement, les autres voix vont aussi revenir pour raconter, si on veut, ensemble, la naissance de la fille de Todd Roche. Donc, rapidement, ces identités-là qui étaient séparées auparavant vont se fusionner à la fin du roman. Vont se fusionner donc dans un individu maintenant mature et complexe. Donc, il est revenu de sa fuite, il a retrouvé sa blonde, ses amis, etc. Puis, il va être capable, à ce moment-là, d'affronter le monde avec force et courage. Puis, tout est bien qui finit bien, finalement. Donc, pour Huizinga, je cite, dans la forme et dans la fonction du jeu, la conscience que l'homme d'être intégré dans le cosmos trouve sa première expression la plus haute et la plus simple. Cette idée-là d'une réalisation d'une sorte de totalité, d'un absolu, ça rejoint aussi une idée de Tolkien. Donc, pour lui, la fantasy, ça permettait aux humains de réaliser un de leurs désirs les plus profonds, celui d'être en communion avec les êtres vivants, donc que ce soit la faune, la flore, etc. Cette idée-là me semble importante pour le destin de Todd Roche, qui cherchait dans D&D, donc dans un jeu narratif, un monde temporaire puis secondaire. Il cherchait une façon de combler des aspirations qui étaient opaques pour lui-même. Donc, il voulait quelque chose, mais quoi, il ne savait pas. Le monde était insuffisant, mais il ne savait pas comment combler son insatisfaction. Le monde du jeu, le monde de la fiction, le rapprochait de cette communion-là, mais c'est finalement la paternité qui réalise sa quête chevaleresque pour le Saint Graal, c'est-à-dire donner du sens à sa vie. Donc, je vais terminer là-dessus.